Bien, merci et bonsoir à vous et à toutes. Merci d'être présents et d'assister à ces rencontres mensuelles que sont les confnotes dans l'argot habituel, ça veut dire la conférence des notaires. Et comme vous le verrez, c'est pas une conférence, en fait, c'est un débat. Vous posez des questions et deux notaires qui sont présents, que vous voyez, répondent directement à ces questions. Alors, les présentations, tout d'abord, Nathalie Cosigo-Suas. Bonjour, maître. Et, bonjour à tous. Et maître Adrien François Guillaume, qui est, comme je viens de dire, notaire. Donc voilà, deux notaires presque pour le prix d'un. Vous pouvez poser vos questions. Bonjour à tous. Donc voilà, en ce qui concerne le déroulé des opérations, c'est très simple. Vous posez vos questions, nous pouvons les lire et donc y répondre. Enfin, c'est le rôle des notaires. Nous sommes ensemble de 18h à 19h. Il nous faut respecter ces horaires. Donc à 19h, on prend les lumières. Mais entre-temps, nous passons une heure ensemble. Alors, les questions vont bientôt défiler, mais en tout cas, avant tout, je voudrais, Nathalie, vous poser une question toute simple qui revient d'ailleurs souvent, qui est due au contexte. La Covid, c'est pas un scoop, voilà. Il y a des contraintes, notamment des contraintes d'horaire, avec une forme de confinement de l'horaire, si j'ose dire. Et alors, comment fait-on dans les études? Si on a besoin de voir un notaire, voilà, 18h, tout s'arrête, il y a des actes qu'on ne peut pas faire, ou est-ce qu'il y a des solutions? Comment faites-vous, vous en particulier? Lors du premier confinement, en fait, les notaires n'avaient pas eu l'autorisation d'ouvrir, donc on a eu fait beaucoup d'appels. Moi, je sais que tous mes collaborateurs étaient en télétravail et puis on maintenait quand même un appel, un standard, parce qu'on a eu beaucoup d'appels, notamment de gens qui s'inquiétaient pour leurs proches et qui voulaient savoir ce qu'ils pouvaient faire sur le plan des donations pour pouvoir les aider. Et puis maintenant, grâce au pouvoir public et au Conseil supérieur du notariat, eh bien, la profession a mis en place des procurations possibles à distance, donc on peut signer à distance, c'est tout à fait possible, donc le notariat français continue à fonctionner, on peut continuer à se rendre chez le notaire, on peut continuer à faire des actes chez le notaire, et ceux qui ne peuvent pas venir ou qui ne souhaitent pas venir parce qu'il faut aussi se préserver, eh bien on peut faire des rendez-vous en visioconférence, et je me souviens moi d'un rendez-vous que j'avais fait où madame était au Québec et monsieur à Singapour. Alors, sans avoir lieu partir aux quatre coins du globe, eh ben, ça peut se faire aussi si l'un est en Bretagne et l'autre à Sucy-en-Brie. Donc, on a mis en place des mesures pour pouvoir régulariser les actes pendant le confinement. Et ça va continuer. Eh bien, c'est ça, le notariat du 21e siècle, hein, en plein dans le progrès, et tant mieux d'ailleurs. Exactement. Ouais. Alors, Adrien François, il y a c'est pas une question, c'est simplement un contexte qui est cité presque dans tous les journaux télévisés, qui est celui du marché immobilier. On nous dit, ça n'arrête pas de monter, mais il n'y a plus de biens à vendre, c'est terrible. Et puis il y a une reconstruction en quelque sorte dans la tête des gens, puisque aujourd'hui, tout le monde veut un balcon, de la surface, de l'oxygène, des arbres, etc. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que le marché immobilier a changé? Comment on peut l'appréhender aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment très différent d'avant? Quelle est votre analyse là-dessus? Alors, ce qui est vrai, c'est que la crise sanitaire qu'on a connue en 2020 et qu'on continue de vivre en ce début d'année 2021 a provoqué un choc totalement inédit sur le marché immobilier. Il y a eu des phases d'arrêt et de reprise qu'on appelle désormais les stop and go. Et ces phases se sont succédées au rythme des confinements plus ou moins stricts. Et pourtant, c'est assez étonnant, mais la demande est restée forte. Et au final, même en 2020, le fléchissement des volumes de vente a été limité seulement à 12% par rapport à 2019, qui était déjà une année exceptionnelle pour les logements anciens en Île-de-France. Alors, assurément, les Franciliens n'ont pas renoncé à la pierre qui reste pour eux un projet de vie, une valeur refuge.
il y a toujours ce désir d'accession à la propriété qui est là. Et en plus, ce désir est soutenu par des taux d'intérêt qui sont toujours très, très attractifs. Pour ce qui est des prix, il y a eu une hausse annuelle des prix en 2020 de l'ordre de 6% pour les appartements et 7% pour les maisons. Alors maintenant, pour les semaines et les mois à venir, c'est évidemment bien malin celui qui peut prédire l'évolution du marché immobilier qui, en plus, dépend grandement de l'issue de la crise sanitaire. Certains parlent d'une fin de cycle sur l'immobilier parisien. Bon, à titre personnel, j'en suis pas totalement certain. Même si c'est vrai que pour la première fois depuis longtemps, le prix du mètre carré dans l'ancien à Paris, intramuros, a baissé. Je regardais en novembre 2020, on était à 10 850 € et actuellement on serait aux alentours de 10 700 €, donc une légère baisse. Et puis par ailleurs, c'est vrai que Paris n'est peut-être plus la locomotive du marché qu'elle a été au cours des 20 dernières années. Alors ça s'explique, comme vous le disiez, en partie par le fait que les Parisiens ont été confinés pendant le mois de mars, ou à partir du mois de mars 2020, dans des petits espaces sans extérieur. Et par conséquent, ils sont de plus en plus attirés par les maisons avec jardin. Et aujourd'hui, ils n'hésitent plus à franchir le périphérique. C'est en plus une évolution qui est facilitée par la mise en place quasi généralisée du télétravail. Il y a une autre explication à ce léger fléchissement, c'est également la part des investisseurs étrangers non résidents qui a considérablement chuté pour des raisons évidentes. Voilà, mais je pense que malgré tout, il faut rester assez optimiste. Je pense qu'il y a des facteurs de résistance pour Paris et sa région qui tiennent à la fois au fait qu'intrinsèquement, le logement continue de rassurer les ménages et à les sécuriser. Et d'autre part, il y a des grands projets structurants qui se dessinent pour Paris, notamment l'organisation des Jeux Olympiques, par exemple, en 2024, ou tout ce qui a trait au Grand Paris. Merci Adrien François. Alors je voulais, parce que vous ne pouvez pas dresser la carte de tout seul de tous les prix de l'immobilier, mais les notaires le font. Si vous allez sur le site de la Chambre des notaires du Grand Paris, vous verrez qu'il y a une carte des prix qui mérite d'être actualisée. Donc voilà, vous avez tous les prix, avec un simulateur d'ailleurs des frais d'achat, un simulateur des plus-values, enfin bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir être véritablement au fait. Et ce qui n'est pas négligeable, le prix, vous savez, autour des gares avec le Grand Paris, on a un petit peu changé, j'allais dire, la configuration des lieux, etc. Et donc, les notaires du Grand Paris suivent les prix autour des grandes gares pour voir si ça bouge, de quelle manière ça bouge, etc. Ce sont des renseignements qui sont plus qu'utiles quand on achète ou quand on... Voilà. Alors, on va démarrer la question et question de Véronique qui s'adresse, on va dire, à Nathalie. C'est une question donc sur le droit de la famille. Je vous la lis. Alors, Véronique s'est mariée, mariée en janvier 2010. Pas de contrat de mariage avant de se marier. Propriétaire dans le Val-de-Marne, qui a été acheté en décembre 2005, avant le mariage. Le prix payé était de 150 000 € sur un emprunt de 100% auprès de la banque. Au jour du mariage, il reste à rembourser 100 000 €. Voilà. Alors, elle nous dit, nous n'avons pas habité dans les biens car nous étions locataires de notre résidence principale. Le prêt était entièrement réglé par les loyers du locataire. Et donc, la question, c'est le divorce qui est réclamé par l'un des époux. Comment ça va se passer sur le plan du partage? Donc, l'appartement vaut aujourd'hui 300 000 € et l'un dit « moi je veux tout », l'autre dit « tu n'as droit à rien ». Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie? Alors, effectivement, c'est intéressant cette question de Véronique. Si j'ai bien compris, il faut avoir les idées claires, c'est qu'elle s'est mariée en 2010 sans contrat de mariage, parce qu'on n'est pas obligé de faire un contrat avant de se marier, et elle était déjà propriétaire d'un appartement avant de se marier. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on se marie sans contrat, ça c'est une chose acquise, tout ce que l'on a avant de se marier ou tout ce que l'on reçoit de sa famille pendant le mariage, ça reste à soi.
ça ne tombe pas dans cette fameuse communauté, ne sont pas partagés par moitié. Donc, les choses sont claires pour Véronique, cet appartement n'appartient qu'à elle. En revanche, ce qui se passe, c'est que Véronique nous apprend qu'au jour du mariage, il y avait un prêt de 100 000 € qui a été remboursé au mois le mois pendant le mariage, en fait, par le couple. Et même si ça a été remboursé grâce au loyer du locataire qui occupait le bien, ce loyer, il est censé profiter à cette fameuse communauté. Donc, ce que cela signifie, c'est qu'au jour du divorce, malheureusement pour Véronique, son époux peut lui demander ce qui s'appelle en droit une récompense, qui est en fait une contribution de sa part sur le fait que la communauté a remboursé le prêt pendant le mariage, pendant toutes ces années, même si ça semble injuste à Véronique. Donc, vous voyez, au jour du mariage, il restait 100 000 €. L'appartement avait été acheté 150 000 €. La communauté a payé 100 000 € et aujourd'hui, cet appartement, il a doublé de valeur puisqu'il vaut 300 000 €. Au jour du divorce, le mari va dire, c'est la loi, Véronique va garder son appartement, mais va devoir une somme qui correspond au montant du prêt réévaluée par rapport à l'augmentation de la valeur de l'appartement. Comme l'appartement a doublé de valeur et que la communauté a remboursé 100 000 €, elle est censée, Véronique, devoir 200 000 € à la communauté. La communauté, c'est elle et son mari. Ça veut dire qu'elle doit 100 000 € à son mari au titre de cet appartement. Donc, vous voyez l'intérêt de se renseigner avant de se marier et éventuellement de faire un contrat de mariage parce qu'elle aurait fait, Véronique, avec son époux, un contrat de mariage chez son notaire, par exemple en adoptant une séparation de biens. Ce qui aurait été remboursé n'aurait profité qu'à elle, alors que là, elle va devoir fournir une contribution non négligeable à son époux, même si la propriété du bien n'est qu'à elle. Oui, non, effectivement. Donc, mieux vaut se poser la question avant que d'être accompli. Absolument. Exactement. Alors, une autre question qui nous vient cette fois-ci de Kaori qui nous dit « Est-ce qu'il est possible d'établir une convention sous seing privé afin de garantir le paiement de la pension alimentaire pour des enfants après un divorce concernant un couple non marié ?» Du mal à bien cerner cette question. Oui. Nathalie ou Adrien François. Nathalie, peut-être? Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que qu'on soit marié ou pas, pacsé ou concubin, dès lors qu'on est parent, on est parent, point barre. Et à défaut d'accord, c'est le juge aux affaires familiales qui va régler le sort de la résidence habituelle des enfants, souvent ce sera alterné, et ce qu'on appelle la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Ça marche qu'on soit pacsé, concubin ou marié. De deux choses l'une, soit effectivement ils s'entendent et ils peuvent faire une convention sous seing privé. Le seul souci, c'est que s'il y en a un qui se dérobe à ses obligations, c'est-à-dire concrètement celui qui doit la pension alimentaire, l'époux, la mère des enfants, si c'est elle qui doit la recevoir, elle ne pourra pas demander ce qu'on appelle l'exécution forcée, c'est-à-dire à ce que ce monsieur soit éventuellement fasse l'objet d'une procédure de saisie par l'huissier. Ça, on peut le faire que lorsqu'il y a une décision de justice. Donc, ce qu'on conseille, nous, souvent, c'est que cette convention qu'ils vont faire soit homologuée, soit entérinée par le juge aux affaires familiales, de sorte qu'ils auront un titre exécutoire. Sachez néanmoins, et ça c'est important pour tous les parents isolés, que maintenant, depuis 2021, la CAF peut être saisie quand c'est mis dans la convention parentale. La CAF peut être chargée, en cas de difficulté, de recouvrer ses pensions alimentaires. Pourquoi le gouvernement a voulu cette loi? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de parents isolés qui ne recevaient pas la pension alimentaire et qui avaient les plus grosses difficultés à la recouvrer. Donc là, désormais, ça peut être mis dans la convention parentale entérinée par le juge, que ça sera la CAF qui se chargera de verser la pension alimentaire directement à l'épouse, si c'est l'épouse, pour ensuite la recouvrer contre l'époux, contre le conjoint. C'est très clair. Adrien François, une question de Marie qui souhaiterait avoir des informations sur les modalités du prêt familial. Alors, ça se fait un prêt familial, comment ça fonctionne?
Oui, tout à fait. On peut faire un prêt familial. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le seuil a changé récemment. Je crois qu'aujourd'hui, on doit établir un contrat de prêt à partir de 5 000 euros. Hein, je crois que c'était un petit peu, le montant était un peu plus faible avant. Ça a changé tout récemment. On doit le déclarer aux impôts. Voilà, on doit le déclarer aux impôts. D'ailleurs, il y a un imprimé CERFA qui existe, qui permet d'établir ce contrat de prêt, et on peut l'enregistrer effectivement aux impôts. On peut également s'adresser d'ailleurs à un notaire pour établir un contrat de prêt. C'est toujours mieux effectivement d'indiquer, de donner une nature au versement qui est fait en famille, pour pas qu'il y ait de sujets sur l'intention justement au sein de cette famille. Est-ce que l'argent qui a été donné, enfin qui a été versé, a été donné ou a été prêté? C'est toujours mieux effectivement de le qualifier soit de prêt, soit de donation, pour pas qu'il y ait de discussion justement au moment de l'ouverture d'une succession. Voilà, en fait, il faut que ce soit toujours très clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui, Nathalie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a l'enregistrement fiscal dès lors que le prêt dépasse 5 000 euros, mais dès lors que c'est un contrat de prêt, ça doit faire, au niveau de la preuve, ça doit être écrit dès lors que le prêt dépasse 1 500 euros. Moi, je sais qu'en tant que notaire, Adrien François doit être confronté à la même chose. J'ai beaucoup de retours souvent de difficultés familiales lorsqu'il y a eu des prêts comme ça, mis quasiment sans document ou très peu sur un coin de table, parce que psychologiquement, il y a beaucoup de gens, même animés de bonnes intentions, qui s'imaginent en famille que quand c'est prêté, c'est quasiment donné. Donc, je trouve qu'il est indispensable que les choses soient très claires et que les gens comprennent bien qu'il y ait un écrit où il est dit que ça doit être remboursé selon quelle modalité, est-ce qu'il y a un intérêt, selon quelle échéance. Il faut que ce soit dit clairement, parce qu'on peut facilement se brouiller en famille alors que l'intention était très bonne au départ. Voilà, il faut arrêter de bricoler. Hein. Il faut vraiment que tout soit noir sur blanc, très clair. Sinon, c'est une source de contentieux et de bataille familiale à n'en plus finir, j'imagine. Alors, malheureusement. Une question de Françoise qui dit: mon mari et moi, nous souhaitons faire une donation du vivant, enfin pendant qu'ils sont vivants, d'un appartement acquis il y a 23 ans à notre fille en tant que nue propriétaire. Quelle est la valeur du bien déclaré? Y aura-t-il des droits de succession à payer? Y a-t-il un âge pour faire ce type de donation? Alors, je ne sais pas, Adrien François? Oui, oui. Alors, la valeur à déclarer, c'est ce qu'on appelle la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur qu'aurait cet appartement s'il était vendu sur le marché immobilier aujourd'hui. C'est important d'indiquer la valeur vénale pour des raisons fiscales. D'une part, pour éviter un redressement de la part du fisc, qui considérerait que les droits de donation ont été insuffisamment payés. D'autre part, au jour de la revente, il faut bien voir que pour le calcul de la plus-value immobilière, le point de départ pour le calcul de la plus-value, c'est la valeur qui est déclarée dans la donation. Donc, si vous sous-évaluez le bien au jour de la donation, vous risquez de voir un impôt sur la plus-value qui est artificiellement gonflé au jour de la revente. Donc voilà pour la valeur. En ce qui concerne les droits de succession, donc si le bien a été donné en nue propriété, ça signifie donc que les parents se sont réservés l'usufruit. Donc là, on ne précise pas quel est le régime matrimonial, mais on peut considérer que peut-être l'usufruit a été réservé jusqu'au décès du survivant des époux. À ce moment-là, eh bien, si la donation a été consentie plus de 3 mois avant le décès des parents, le bien sera fiscalement hors succession. Voilà. Et par ailleurs, y a-t-il un âge pour faire la donation du vivant? Là, c'est difficile de donner une réponse ferme et définitive. Tout dépend de la situation de chacun. C'est toujours bien d'anticiper sa succession, mais attention également, parce que si on donne trop tôt, eh bien, on peut aussi, il faut s'assurer que dans le temps, nos relations les relations du donateur avec ses enfants seront bonnes, qu'en cas de vente, tout le monde sera d'accord pour vendre, puisque l'usufruitier n'a plus la propriété du bien, il n'a plus que la jouissance. Et que par conséquent, la décision de vendre ne lui appartient plus seul. Et s'il souhaite vendre, il faudra l'accord de l'enfant du propriétaire. Et peut-être pour rebondir aussi, ce qui est important de savoir, c'est que là, notre auditeur, il dit qu'il veut le donner à sa fille. Ce qu'il faut savoir, c'est s'il a d'autres enfants.
Parce que s'il a d'autres enfants qui ne sont pas associés à cette donation, les gens peuvent parfaitement aller chez le notaire pour faire la donation, elle sera parfaitement valable et d'ailleurs le notaire n'a pas le droit de prévenir les autres enfants, sauf que ça peut être un cadeau empoisonné parce que si d'aventure la fille veut revendre le bien avec ses parents, ben c'est ce qu'on ne sait pas toujours, il faudra l'accord des autres enfants. Alors imaginez leur déconvenue quand on va leur demander l'autorisation de vendre un bien dont ils ne savaient pas qu'il avait été donné à leur fille. Hein, donc ça, il faut être très vigilant d'une part. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on donne en usufruit, eh ben, plus on est jeune, moins ça coûte cher. Parce qu'en fait, l'usufruit est valorisé à une certaine valeur fiscalement. Par exemple, des gens qui ont 63 ans et qui donnent un bien de 200 000 € à leur fille, eh bien, en fait, en donnant 200 000 €, ils ne sont fiscalisés que sur 60% de la valeur, en fait. Donc, les droits de succession vont être fiscalisés sur une valeur réduite parce que le fait qu'ils conservent l'usufruit, ce qui d'ailleurs les protège, permet une réduction non négligeable. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au décès des parents, quand l'usufruit va s'éteindre, il n'y aura pas de nouvelle fiscalité à payer. C'est ce que disait Adrien François. Il n'y aura plus à payer dessus. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que souvent, quand vous lisez les magazines de vulgarisation, on dit que plus on est jeune, plus c'est intéressant de donner parce que l'usufruit qu'on va conserver, c'est-à-dire le droit d'y habiter et de louer le bien, eh bien, ça vaut quelque chose qui va venir en déduction du montant des frais de la donation. Merci Nathalie, merci Adrien François. Alors, une autre question de Monique. Remariée sous le régime de séparation de biens, la seconde épouse est-elle bénéficiaire du quart en propriété sans achat de biens immobiliers en indivision? Adrien François Oui, alors pour moi, peu importe le fait qu'il y ait eu des achats en indivision. En fait, là, la question, c'est la question des droits du conjoint survivant en cas de remariage. Le Code civil fixe les droits du conjoint survivant qui sont en présence d'enfants tous communs, soit du quart en pleine propriété, soit de l'usufruit du tout. Et lorsque il y a des enfants d'union différente, là, les droits du conjoint sont limités au quart en pleine propriété, sauf à ce que des dispositions de dernière volonté, comme une donation entre époux, aient été prises. Donc pour moi, là, j'ai pas suffisamment d'informations pour dire quels seront les droits du conjoint, est-ce qu'ils seront seulement du quart ou pas. Ça dépend de la question de savoir s'il y a ou non des enfants d'union différentes. C'est très important ce que dit Adrien François, parce que si on faisait un sondage dans la rue, la plupart des gens s'imaginent, ça c'est une résurgence qui nous vient une fausse idée qui nous vient d'ailleurs du Code Napoléon. Si on faisait un sondage dans la rue, les gens vous diraient « Ah ben on est en séparation de biens, donc la seconde épouse n'a absolument aucun droit de succession ». Les gens confondent droit de succession et contrat de mariage. En réalité, ça n'a strictement rien à voir. Si, comme le dit Adrien François, c'est un remariage et qu'il y a des enfants d'union différentes, et ben le conjoint survivant, contrat de mariage ou pas, il aura droit à un quart en pleine propriété de tous les droits, de tous les biens de son conjoint, même s'il les avait achetés avant et même s'il s'agit de biens de famille. Donc, vous pouvez avoir des situations ubuesques et auxquelles les gens ne s'attendaient pas, où une seconde épouse hérite par le décès, alors qu'elle était mariée en séparation de biens, d'un quart en pleine propriété d'une maison que le défunt possédait par donation familiale. Donc, c'est pour ça qu'il est indispensable, dans les remariages, de se renseigner auprès de son notaire et de faire un testament sur mesure pour qu'il n'y ait pas ces déconvenues en cas de décès. Oui, c'est du Fédot ou du Labiche, hein, ça devient terrible. Oui, et c'est possible, ça devient terrible. Par testament, c'est possible de renoncer ou plutôt de priver le conjoint de cette... C'est ce qu'on propose souvent à nous les notaires, justement quand les gens ont suffisamment de moyens. On propose de faire des testaments sur mesure, à la fois pour protéger le conjoint survivant, mais faire en sorte aussi que les enfants puissent avoir quelque chose déjà au décès. Parce que souvent, on a des clients qui nous disent « je suis remariée et moi, je veux que mon conjoint puisse rester à la tête de tout tant qu'elle vivra ».
C'est possible avec une donation au dernier vivant, si on fait une démarche volontaire chez le notaire, c'est possible. Sauf qu'il faut aussi se méfier parce que ça peut induire un sentiment de dépossession chez les enfants d'une précédente union et la succession va être dramatique. Donc parfois, on ne peut pas faire autrement, puis ça correspond au souhait de la personne, mais il faut aussi avoir conscience que quand on peut à la fois protéger son conjoint et donner quelque chose aux enfants, c'est mieux. Très bien. Alors, une question de Juliette. Elle dit une question relative à la situation de mon mari. Son père est remarié à 3 enfants, 2 enfants d'un premier mariage, dont mon mari. Quelles sont les règles de succession au décès de son père entre femmes, enfants et beaux-enfants? Alors, en fait, c'est surtout sur le sort de la maison. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Je ne sais pas, Nathalie ou Adrien François, qui veut commencer? En fait, c'est quasiment la même question que celle qu'on avait il y a quelques instants. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre d'une famille recomposée, en fait. Vous avez donc 2 enfants d'un premier mariage et un conjoint. À ce moment-là, les droits du conjoint survivant sont limités aux quarts en pleine propriété, sauf, encore une fois, testament ou donation entre époux adapté. Cette répartition, ce quart en pleine propriété, s'applique à l'ensemble des biens, donc y compris, par exemple, à la maison. Comme disait Nathalie très justement, dans ce genre de situation, il est, à mon avis, indispensable d'aller consulter le notaire pour faire du sur-mesure et anticiper les choses également pour que l'harmonie familiale règne au moment de l'ouverture de la succession. Surtout ne pas laisser les choses plutôt anticiper les choses dans le cadre d'une donation notamment. Nathalie ? Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand même que la loi, sans avoir l'air de revenir constamment au Code Napoléon, sous le Code Napoléon, en 1804, le conjoint, il était censé ne pas faire partie de la famille, donc il avait strictement rien. Puis au fil à mesure des ans, on lui a donné plus de droits parce qu'on a considéré que c'était une personne à part entière de la famille, bien sûr. Donc, ce que prévoit la loi aujourd'hui, s'il n'y a pas de testament, c'est qu'en tout état de cause, le conjoint survivant, il aura le droit viager de rester dans la maison. Il ne peut pas être chassé. Ça, c'est en tout état de cause. En revanche, les enfants, qu'ils soient de la première union ou de la seconde, ils sont strictement à égalité. Il n'y en a pas un, sauf testament, bien sûr, qui a plus que les autres. Les enfants d'une précédente union, ils ont autant de droits dans la succession de leur père que les enfants de la seconde. En revanche, c'est une autre histoire. Si la maison, elle a été achetée pendant le mariage avec la seconde union et qu'ils étaient en communauté ou qu'ils ont acheté ensemble la maison, la seconde épouse, elle a droit déjà à sa part au titre du mariage, sa moitié. Donc, dans la succession du père, il n'y a que la moitié. Vous voyez, donc parfois, ça se complexifie, comme le disait Adrien François, selon le régime matrimonial adopté, qu'il y a eu un contrat ou qu'ils aient acheté en indivision. C'est un peu complexe, hein, vous voyez, donc il ne faut pas hésiter à pousser la porte de l'étude de votre notaire. Absolument, il n'y a que du sur-mesure, mais ça me fait comprendre ce que signifie l'expression populaire quand on est marié, quand on dit ma moitié. Je crois qu'effectivement, financièrement, oui, compris ce que ça voulait dire. C'est tout à fait ça, vous avez tout à fait raison. Ouais. Alors, une question de Marie. Mon enfant est mineur, il a 16 ans et il a hérité d'une certaine somme d'argent. Pour l'achat d'un studio, le banquier refuse que le prêt soit fait à son nom, mais au nom de la mère, donc de Marie. Alors comment faire? Est-ce qu'on peut faire un prêt familial par notaire? Bref, quelle solution y a-t-il pour que cet enfant puisse acheter éventuellement à son nom? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est maman qui sera propriétaire de ce studio pour le compte de son fils? Je ne sais pas. Nathalie, Adrien François, voilà. Les deux. Pas les deux en même temps. Hein, donc, allez, Nathalie.
Il faut comprendre que le banquier a raison. Le mineur, il est mineur et par définition incapable de régulariser un prêt. C'est-à-dire qu'il n'est pas incapable, il n'est pas idiot, bien sûr, cet enfant. Mais juridiquement, une personne de moins de 18 ans, sauf à être émancipée, elle n'a pas le droit de signer un contrat de prêt parce que ça obérerait trop, bien évidemment, son avenir. Donc, ce qu'il faut faire, effectivement, soit elle achète en indivision ou en SCI avec son fils à ce moment-là, et c'est elle, ce que je comprends bien, elle veut acheter plus grand, en fait, parce que son fils a hérité, mais il n'a pas hérité d'une somme nécessaire, ce que je comprends, Marie, pour pouvoir acheter un plus grand appartement. Du coup, Marie veut mettre au bout. Donc, à la limite, si Marie n'a pas les sous, eh ben, Marie les empruntera et elle aura la part, la quotité qui correspondra à ce prêt. Mais il est vraisemblable que le banquier demandera une caution hypothécaire pour le bien et il faudra l'accord du juge. Donc, on se tourne un peu en rond. Moi, j'ai envie de dire, il faudrait peut-être que son fils achète un bien à son seul nom, quitte à pas vouloir, enfin, avec les sous qu'il a, et pas vouloir en mettre plus. Mais c'est normal que le banquier refuse que le mineur signe l'acte de prêt. Bien sûr. Adrien François, non? Ou attendre sa majorité, parce que là, il a 16 ans, donc c'est vrai que dans 2 ans, les choses seront plus simples. Oui. On voit souvent quand on a des héritiers ou des situations avec des mineurs qui ont 17 ans, 16, 17 ans, sauf urgence particulière, parfois il faut mieux attendre parce que les choses sont complexes, l'accord du juge de tutelle met parfois du temps à être obtenu, parfois il faut juste attendre la majorité de l'enfant. Et puis peut-être qu'à sa majorité, le mineur ne voudra pas acheter ce bien. C'est ça aussi. Hein. C'est son argent, c'est ça. Là, pour l'instant, sa mère est administratrice légale, mais dans 2 ans, ça sera son argent. Oui, Marie. Donc, il faut que votre fils continue à manger de la soupe encore 2 ans et après, ce sera facile. Alors, Annabelli vous pose cette question. Elle est étudiante et elle a un bail pour 9 mois uniquement. Enfin, elle a eu un bail pour 9 mois uniquement il y a 4 ans. Cependant, elle continue d'habiter la chambre. J'ai appris que le propriétaire est décédé et je n'ai aucune nouvelle depuis. Dans ce cas, je dois chercher le notaire de la famille qui est concerné. C'est une question, je ne sais pas. Adrien François ? Alors là, je comprends du coup que Annabelli a conclu un bail, une location meublée probablement de courte durée, 9 mois, et que pendant le cours de ce bail, le propriétaire est décédé. Donc le bail il continue au profit des héritiers du propriétaire. En revanche, si les héritiers sont inconnus, effectivement, elle va avoir un problème pour verser les loyers. Effectivement, en principe, c'était le notaire qui prendra contact avec elle. Si elle souhaite vraiment retrouver le notaire parce que personne ne s'est manifesté au bout d'un certain temps, si toutefois un notaire a été saisi, aujourd'hui, l'acte de notoriété, qui est le premier acte de succession, est porté en marge des actes de décès. Donc, si elle connaît la date de décès du propriétaire, il y a éventuellement la possibilité de retrouver le nom du notaire qui réglerait sa succession. Voilà, c'est une des solutions que je peux lui proposer. Demander à un notaire de demander l'acte de décès et elle verra à ce moment-là qui est le notaire chargé de la succession. Effectivement, ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a une croyance populaire aussi, c'est que le notaire, il s'auto-saisit pas. Ça veut dire quoi, se saisir? Ça veut dire que si ça se trouve, le notaire, c'est pas lui qui prend un dossier. Il faut qu'on lui confie. Donc, si personne s'est occupé de la succession, eh bien, personne ne s'occupe du dossier. Alors, souvent, c'est le syndic qui s'émeut de ce que les charges ne sont pas payées et qui éventuellement va demander la nomination d'un mandataire pour pouvoir régulariser les charges. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir remonter le fil. Mais il faut partir de la croyance que le notaire, il peut s'autosaisir. Il faut que quelqu'un lui demande de s'occuper de la succession. Alors d'ailleurs, j'en profite pour rappeler cette possibilité que vous avez tous d'avoir des informations en direct de la part des notaires. Ça s'appelle Notaire Info et par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 13h, vous pouvez poser vos questions. Alors, je vais même vous donner le numéro de téléphone, donc comme ça sera encore plus facile. C'est le 0892 011 012. 0892 011 012. Vous pouvez aussi poser vos questions parce que c'est frustrant de ne pas avoir parfois la réponse. Là, on va en traiter un certain nombre, mais vu toutes les questions qui arrivent, on ne pourra pas toutes les traiter.
Bon. Et c'est gratuit, bien sûr, c'est offert. Bien sûr, c'est gratuit, absolument. Alors, mais il faut quand même le téléphone. Donc, je plaisantais, oui, oui. Alors, une question de Malika. Elle possède un studio à Paris qu'elle voudrait céder à sa fille qui est âgée de 16 ans. Alors, comment peut-elle faire? Et si elle souhaite acheter un bien, est-ce que ce bien sera pris en garantie si elle le cède à sa fille? Et est-ce qu'elle sera imposable? Voilà, ça fait peut-être 3 questions. On a encore presque la même question. Même chose, oui. Un enfant mineur de 16 ans. Alors déjà, Malika ne précise pas la manière dont elle veut céder à sa fille le bien. Elle peut le céder à titre gratuit dans le cadre d'une donation ou le céder à titre onéreux dans le cadre d'une vente. Si elle le cède à titre onéreux, il faut que ça soit à un juste prix, pour pas que cette vente encourt la requalification d'une donation déguisée. Et ensuite va se poser effectivement la problématique du financement qu'on évoquait tout à l'heure. C'est compliqué pour un mineur du coup d'emprunter de l'argent. De manière plus générale, sur les garanties qui sont demandées par les banques pour les emprunts, il y a différents types de garanties. Aujourd'hui, une des garanties, c'est une caution, donc une garantie sous seing privé. Mais parfois, les banques demandent des garanties réelles, c'est-à-dire à être garanties directement sur le bien. Donc voilà. Mais là encore, l'enfant a 16 ans, donc au niveau de l'emprunt, ça va être à mon avis un peu compliqué. En fait, ce qu'il faudrait savoir, pourquoi Malika veut céder ce bien à son fils, à sa fille, en fait. Quel est le but recherché? Parce que effectivement, son enfant pourra pas lui payer. Donc, ça ne peut être qu'une donation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si elle lui donne, après, elle pourra plus le vendre, Malika. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. Une donation est un acte important qu'on ne fait pas à la légère. Alors, une question de Thierry qui nous dit « Ma compagne et moi souhaitons nous marier. Y a-t-il un moyen de limiter l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière, car la mise en commun de son appartement et de ma maison est légèrement supérieure au seuil. » Alors, quelle est la recette magique? Adrien, François ou Nathalie, comme vous voulez. Oui, alors à partir du moment où ils sont mariés, oui, ils forment un foyer fiscal et donc l'ensemble de leurs biens immobiliers vont rentrer dans l'assiette de l'IFI. Alors, concernant l'appartement qui constitue la résidence principale, il y a quand même une décote de 30% qui est admise au titre de l'IFI. Donc, je ne sais pas si le seuil est dépassé en tenant compte de la valeur vénale avec ou sans cette décote, mais il y a quand même une décote de 30% qui permet de baisser un petit peu l'assiette de l'IFI. Attention à ce que la résidence principale ne soit pas détenue en SCI, parce que lorsque la résidence principale est détenue en SCI, la décote de 30% ne fonctionne pas. C'est assez méconnu, mais c'est une des raisons qui doit faire réfléchir nos clients à 2 fois avant de mettre la résidence principale en SCI. Petite précision, ce qu'on sait très peu, c'est qu'en fait, pour ne pas dissuader Thierry de se marier, c'est que cette IFI, on forme un foyer, qu'on soit pacsé ou même concubin. C'est-à-dire que normalement, même les concubins sont censés faire une déclaration d'IFI et mettre leurs biens immobiliers en commun. Et c'est pas réservé aux mariés ou aux pacsés, d'une part. La seule possibilité qu'aurait Thierry, mais il faut que ça corresponde à une réalité, parce que sinon c'est une fraude fiscale, c'est de se marier sous un régime de séparation de biens et d'avoir 2 résidences séparées. Ça, c'est le seul cas où, dès lors qu'on est marié, on est imposable différemment à l'IFI. C'est le seul cas. Mais il faut que ce ne soit pas une fraude fiscale et que les époux ne vivent pas sous le même toit. Ce qui peut arriver, d'ailleurs, on connaît ça, vous savez, par exemple, les professions où l'un est muté dans le sud de la France et ne revient que les week-ends. Ça, c'est possible. Ils ont 2 résidences distinctes. Et il faut que, pour que ça fonctionne, en plus, qu'ils soient en séparation de biens. C'est le seul cas. Merci effectivement pour cette précision. Alors, une question de Grégoire qui nous dit « Un premier bien acheté par mes arrière-grands-parents a été donné en usufruit à mon père et la nue propriété à mon grand-père. Un deuxième bien acheté par mes grands-parents a été donné en nue propriété
au profit de ma tante avec conservation d'un usufruit. Bien sûr, les deux biens n'ont pas la même valeur. Alors, comment va se dérouler le règlement successoral? Comment fait-on? Adrien? Alors, il y a beaucoup de questions annexes dans cette question. Ouais. Déjà, il faudrait connaître la nature des donations qui ont été réalisées. Il y a des donations qui peuvent être faites en avance sur la succession et des donations qui peuvent être faites, on dit, hors part successorale. Et selon le type de donation, l'imputation se fait sur la réserve héréditaire de l'enfant ou sur la quotité disponible. Le fait que les biens n'ont pas la même valeur ne veut pas dire pour autant que les donations ne sont pas pour des montants équivalents, puisque tout ça dépend de la valeur de l'usufruit et de la nue propriété corrélative. Ce qui est sûr, c'est que dans le cas d'une donation en avance sur succession, enfin de deux donations en avance sur succession, à partir du moment où les donations ne sont pas pour des montants équivalents, eh bien, le notaire qui réglera la succession devra justement, dans le cadre du partage, rééquilibrer les choses entre les enfants, sauf à ce que ça ait été la volonté exprimée des parents d'avantager un enfant plutôt que l'autre. Là, c'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments. Là, je suis surpris notamment parce que, en fait, la première donation, c'est une donation dans laquelle le grand-père, donc visiblement le donateur, a donné l'usufruit et a conservé la nue propriété. Donc, ce qui signifie en fait que c'est toujours le grand-père qui est propriétaire. Ça, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Ça me semble assez étonnant, mais pourquoi pas. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est généralement quand les donations ont été faites par donation-partage, c'est-à-dire tout le monde appelé chez le notaire. Normalement, il n'y a pas, en principe, de réévaluation de la valeur des biens. En revanche, si c'est des donations isolées, j'en ai fait une à Julie en 2012, une autre à Kevin en 2014, au jour du décès, on regarde la valeur des biens donnés au jour du décès. Et celui qui a eu le bien qui a plus augmenté de valeur, doit une contrepartie à l'autre. C'est ce qu'on appelle les règles du rapport. Donc ça, il faut le savoir, c'est assez complexe. C'est ce que vous disiez, Adrien François, c'est qu'il faut bien regarder comment ont été faites les donations, si c'est des donations partage, s'il y a une donation qui prévoit une clause de faveur au profit d'un enfant. Tout ça, il faut avoir les actes. Mais le principe, c'est ça. Normalement, en droit français, quand on reçoit quelque chose, et ce n'est pas une donation partage, on doit le rapporter par rapport à ses cohéritiers au jour du décès. C'est-à-dire qu'on en est comptable pour la valeur au jour du décès. C'est un des intérêts majeurs qui nous pousse à conseiller beaucoup l'usage de la donation partage à nos clients. Au moment du règlement de la succession, si la donation partage a été faite de manière égalitaire entre les enfants, ça évite tout souci lié à la question de la réévaluation. On dit que les valeurs sont figées à la date de la donation et donc on n'est pas obligé de revenir dessus au moment de la succession. Bien, Grégoire, vous ne ferez pas l'économie d'une visite chez un notaire pour regarder tout le détail, mais effectivement, vous aurez bien compris les grands principes. Alors, une question de Didier. Mon ami et moi, nous avons un projet d'achat immobilier. Je précise que nous avons tous les deux des enfants et que nous ne sommes pas liés par le mariage ou par un pax, donc ils sont concubins. L'un de nous deux peut-il être à 100% nu propriétaire et l'autre à 100% usufruitier? Et dans ce cas, quelle est la conséquence pour notre succession? Alors, qui veut répondre à cette question? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même plusieurs difficultés, à la fois fiscales et civiles. Si effectivement, l'un achète l'usufruit et l'autre la nue propriété, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au décès de celui qui est usufruitier, cet usufruit va s'éteindre et le survivant va être seul propriétaire, c'est-à-dire que les enfants du prédécédé n'auront strictement rien parce que l'usufruit est un droit viager. Moi, je me demande si Didier ne veut pas plutôt parler de ce qu'on fait fréquemment, c'est-à-dire d'un bien qui est acheté ou mis dans une SCI avec ce qu'on appelle un démembrement croisé, c'est-à-dire ce qu'on prévoit quand les gens ne sont ni...
Ah, on ne vous entend plus, Nathalie. On ne vous entend plus. On va vous réentendre. Il faut réactiver le micro. Oui, visiblement. Attendons que le micro se rétablisse. Donc, je dis effectivement, ce dont voulait parler Nathalie, c'est l'acquisition. Oui. Ah ben voilà. Excusez-moi. Oui, c'est-à-dire, on prévoit dans ce cas-là une acquisition en SCI avec démembrement croisé, c'est-à-dire que chacun est titulaire de l'usufruit des parts de l'autre. Ça peut se faire que par une SCI, souvent une société en fait, parce qu'on ne peut pas le faire comme ça sur un bien. On peut pas. Bon. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'au décès, le survivant des deux reste à l'usufruit des biens, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être chassé, il peut louer les biens. En revanche, au décès du dernier des deux, chacun des enfants récupère la part de ce qu'on appelle son auteur. C'est-à-dire que les enfants de Didier récupéreront la part de Didier et les enfants de sa compagne récupéreront la part de sa compagne. Donc, je pense que Didier voulait plus parler de ça parce que si c'est un achat usufruit nue propriété, il y aura les difficultés dont je parle, puis il y a aussi des difficultés fiscales parce que le fisc pourra très bien ne pas l'entendre de cette oreille. Donc, je pense que c'est plus un achat par une SCI avec démembrement croisé. Comme ça, le survivant est protégé et sans droit de succession d'ailleurs, sans droit de succession, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on n'est ni marié ni pacsé, si on fait un testament en transmettant l'usufruit à sa concubine, le fisc va prélever un droit extrêmement confiscatoire de 60% de droit de succession. Quand c'est une SCI avec démembrement croisé, ce n'est pas considéré comme une donation, le fait que le survivant reste à la tête de tout, il n'y a aucune fiscalité. Excusez-moi pour le décrochage. Mais non, c'est comme ça quand on travaille en direct. Là, justement, voilà. Il y a bien qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de Photoshop informatique. Alors, c'est l'occasion aussi de rappeler que même si c'est facile de prendre des statuts de SCI un peu partout, qu'il faut surtout pas faire ça. Parce que après c'est dramatique, on peut plus rien faire. Ouais, si c'est mal fait, et ben ça reste ad aeternam avec des tas d'ennuis. Donc ne faites pas l'économie ridicule qui vous coûtera les yeux de la tête après aller chez un notaire pour faire la SCI qui vous convient à vous et pas forcément à votre voisin. Voilà, tout à fait. La question je suis en train de remonter là, c'est Françoise qui nous dit quel est environ le coût des frais des actes pour réaliser une donation d'appartement à un enfant? Que ça, c'est une première question. Et la deuxième, c'est bien, comme ça, vous en aurez chacun une. Faut-il réaliser absolument cette donation avant 70 ans pour limiter la charge fiscale inhérente à cette opération? La première, le coût. Alors, je ne sais pas. Adrien, François? Alors, ça, tout dépend, en fait, de la valeur de l'appartement. Hein. Le coût d'un acte de donation d'appartement est fixé dans le tarif des notaires et il est proportionnel à la valeur du bien. Donc, avec son notaire pourra lui donner le coût précis. Si elle donne la valeur du bien, il faut se poser la question également de savoir si c'est une donation avec réserve d'usufruit ou pas. C'est d'ailleurs un peu le sens, je pense, de la deuxième partie de la question, qui dépend en fait, la valeur de l'usufruit dépend de l'âge de l'usufruitier. Il y a un barème du Code général des impôts, l'article 669, qui dit quelle est la valeur de l'usufruit. Et en fait, quand on fait une donation en nue propriété, il y a une décote sur l'assiette de la valeur du bien qui tient compte de l'âge de l'usufruitier qui se réserve l'usufruit. Donc, plus on avance en âge, plus l'usufruit est faible. Par exemple, à 70 ans, l'usufruit est encore de 40%. À 71 ans révolus, on passe à 30%. Donc, il y a 70 ans, je pense que peut-être beaucoup de clients ont cet âge-là en tête parce que ça correspond notamment à des incidences en ce qui concerne les assurances vie. Mais pour une donation, il n'y a pas 70 ans n'est pas une limite pour réaliser une donation. Hein, on peut parfaitement réaliser une donation à 72 ans plutôt qu'à 70. Seulement si c'est une donation avec réserve d'usufruit, il est plus avantageux de la faire à 70 ans qu'à 72. Merci Adrien. François, vous avez répondu aux deux questions, donc on va passer à la suivante. Non, très bien. Ce qu'il faut savoir quand même, oui, ce qu'il faut savoir, c'est exactement ce que disait Adrien François, c'est que
ce qu'on appelle à tort les frais de notaire. En fait, c'est essentiellement des taxes fiscales qui sont dues au Trésor public à l'occasion de la mutation. Et dans ces frais dits de notaire, il y a une partie qui correspond à la rémunération du notaire. La rémunération du notaire, elle est fixée par décret et elle est la même sur tout le territoire français, que vous alliez voir un notaire à Pau, Paris ou Lyon. En revanche, le coût d'une donation dépend, comme vous le disiez Adrien François, outre la rémunération du notaire qui est fixée par décret, qui dépend de la valeur du bien, aussi du montant que vous allez donner, parce que l'État va prendre des frais de taxation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut tous les 15 ans donner en franchise de droit à chacun de ses enfants 100 000 euros. Donc, si la valeur du bien que l'on transmet, une fois déduit l'usufruit, dépasse 100 000 euros, eh bien là, vous allez avoir des droits à payer au Trésor public. De même, vous aurez des droits à payer au Trésor public pour faire la mutation du titre de propriété. Donc, tout ça, il faut demander à votre notaire combien ça va coûter. Absolument, absolument. Encore une fois, c'est incontournable. Il faut consulter votre notaire pour avoir la réponse exacte à votre situation. Alors, Cécile nous dit comment faire lorsqu'un bien appartient à plusieurs héritiers pour valider l'accord de tous les héritiers pour une vente. Passe-t-on par son notaire et que faire en cas de désaccord? Alors, je ne sais pas, Adrien, François, par exemple? Eh bien, effectivement, il faut l'accord de tous les indivisaires pour vendre le bien. Donc, c'est important que cet accord soit recueilli en amont, je dirais même, de la mise en vente. Hein, parce qu'on voit parfois des indivisaires qui prennent l'initiative seuls de mettre en vente un bien sans en avoir parlé à tous les autres co-indivisaires. Pour ce qui est de la mise en vente, il n'y a pas nécessairement besoin de le formaliser dans un document notarié. En revanche, nous, au stade de la rédaction de la promesse de vente, on demandera à la fois soit la présence de tous les indivisaires, soit à minima leur accord dans le cadre de procuration. Quand ils sont nombreux et surtout en période de crise sanitaire, on fait ça plutôt avec des procurations. Donc, en l'occurrence, il est important effectivement d'avoir l'accord de tous pour que la vente puisse se faire. Et je ne sais plus quelle était la deuxième partie de la question. S'ils ne sont pas d'accord, les indivisaires, comment on fait pour vendre? S'il n'y a pas d'accord des indivisaires et que ça veut dire que certains d'entre eux veulent vendre et d'autres pas, quoi. Je pense que c'est ça. Alors, c'est des solutions qui, au bout du bout, peuvent se dénouer devant le juge, hein, s'il y a une obstruction de la part d'un des indivisaires. Nous, ce qu'on essaie d'éviter au maximum, c'est justement d'arriver à cette extrémité-là. Mais un des indivisaires pourrait aller en justice pour demander ensuite la vente du bien. Alors, ce qui se passe, c'est que justement, quand vous vous promenez en France, vous voyez parfois des biens qui sont complètement à l'abandon. Pourquoi? Parce que les indivisaires n'ont pas pu s'entendre. Donc, fort de ce principe que les notaires avaient alerté les pouvoirs publics, qui l'avaient d'ailleurs vu aussi, il y a quand même un article qui est l'article 815-5-1 du Code civil, pour être précis. Ça, c'est pour débloquer les situations. C'est-à-dire que quand vous avez les 2/3 des indivisaires qui représentent les 2/3 de l'indivision, vous pouvez demander à un notaire de sommer l'indivisaire récalcitrant, c'est-à-dire celui qui ne fait rien, qui ne veut rien entendre, de se rendre chez le notaire pour savoir ce qu'il veut. Et au bout d'un mois, s'il ne répond pas, on peut faire constater la carence et aller en justice pour demander la vente du bien. Sauf que dans ce cas-là, il ne faut pas se leurrer, ça ne peut être qu'une vente judiciaire, c'est-à-dire que le juge ordonnera la vente aux enchères. J'ai envie de vous dire, c'est un pis-aller parce qu'au moins, il n'y aura plus les charges qui courront sur le bien. Mais comme le disait Adrien François, on n'est pas contraint de rester dans l'indivision, mais à défaut d'accord, il faudra quand même aller en justice. Bien sûr. Alors, Françoise, cette fois-ci, nous dit, en phase d'assignation de divorce, le contentieux porte sur le partage de la communauté de 50 000 €. Il n'y a pas de bien immobilier à partager. Donc la question, le juge va-t-il trancher sur le partage ou bien va-t-il demander qu'un notaire vérifie les comptes bancaires et fasse le partage? Alors, Nathalie? Alors, Patrick, je n'ai pas compris votre… Est-ce qu'ils sont divorcés ou pas? Ils sont en train de divorcer.
Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir, c'est-à-dire que s'ils sont en cours d'instance en divorce, le juge, ça paraît étonnant, mais il n'est pas compétent, sauf cas particulier, pour trancher sur ce qu'on appelle la liquidation. C'est-à-dire que le juge va en fait prononcer le divorce, éventuellement statuer sur ce qu'on appelle la prestation compensatoire, la résidence des enfants, mais il ne va pas statuer sur le partage des biens. Pour cela, il faudrait que le juge ou l'avocat de notre auditrice demande au juge de désigner un notaire en cours d'instance qui ferait des investigations. Ce notaire sera mandaté donc par la justice, ça coûte quand même des sous parce qu'il y aura une provision qui sera ordonnée par le juge et le notaire rendra un rapport sur lequel les avocats pourront demander au juge qu'il tranche. Mais s'il n'y a pas de notaire et si le juge ne sera pas compétent pour trancher pendant l'instance en divorce, il faudra que notre auditrice fasse une seconde procédure après le divorce. C'est pour ça que je l'encourage vivement à tenter de proposer à ses avocats de se mettre peut-être autour d'une table, pourquoi pas avec un médiateur et un notaire, pour trouver une solution pour décanter ça, parce que sinon c'est une procédure très longue, très coûteuse et très pénible. Oui, absolument, absolument. Donc, oui, et puis, est-ce qu'on peut, une question accessoire à cela, mais en imaginant qu'il y ait la possibilité quand même de s'entendre, de toute façon, ils finiront par s'entendre, même mal, mais voilà, est-ce que c'est possible d'aller voir au préalable un notaire? Mais c'est même conseillé. Ouais. C'est même conseillé, et d'ailleurs la loi part du principe que ce qu'auront décidé les époux convenablement assistés et ayant bien compris, ça sera toujours mieux ce qu'une décision judiciaire décidera. Non pas parce que le juge est mauvais, pas du tout, mais c'est parce que le juge a moins le pouvoir de faire du sur-mesure. Les gens peuvent toujours se mettre d'accord, bien sûr, et ça sera concrétisé, mais cet accord qui interviendra, ça sera soit en cours d'instance en divorce, après l'assignation en divorce ou après que le juge ait été saisi, ou encore dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel qui maintenant ne suppose plus que l'on rencontre le juge, sauf si les enfants mineurs demandent à être entendus. Donc bien évidemment, donc il faut essayer de se mettre autour d'une table. Alors, une dernière question que nous pourrons prendre ce soir, qui est celle de Flavie qui nous dit: peut-on faire un bail à long terme pour une résidence secondaire dans le cas d'une impossibilité d'obtenir un prêt bancaire? Alors, je suis en train d'essayer de comprendre la question en même temps que vous. Un bail à long terme pour une résidence secondaire, ça doit être possible, enfin je ne sais pas, mais c'est à vous de nous répondre. Mais pourquoi? C'est peut-être parce que Flavie ne peut pas avoir de prêt en ce moment. Donc, j'ai l'impression qu'elle voudrait avoir peut-être du propriétaire un bail avec une promesse d'achat in fine. C'est peut-être ça qu'elle veut. Prenons cette hypothèse, justement. Oui, absolument. Non, mais prenons cette hypothèse et si ce n'est pas la bonne, on peut qu'encourager Flavie à voir un notaire pour mettre plus de détails. Parce que c'est vrai que dans une question, parfois, il y a déjà plusieurs questions dans la question. Là, c'est difficile de répondre parce que je pense qu'on n'a pas assez d'éléments. Hein. Non, bien sûr. Bien sûr. Alors, écoutez, on doit maintenir vraiment les horaires, sinon moi je me fais taper sur les doigts. Donc, vous voyez, j'ai deux mains comme tout le monde, donc au bout d'un moment, ça fait mal. Je voulais remercier d'abord nos deux notaires, Nathalie et Adrien François, de se prêter à ce jeu qui n'est pas facile, comme vous avez vu. Finalement, un notaire, c'est quelqu'un qui se pose des questions à partir des questions que vous vous posez. Et l'avantage qu'il a, c'est que normalement, il a les réponses. Et en tout cas, il a la solution qui est la plus adéquate, celle qui correspond véritablement à ce que vous voulez, à la réalité civile, fiscale, etc., et non pas ce que vous imaginez être la réalité, qui parfois n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je voulais rappeler deux éléments. Tout d'abord, encore une fois, Notaire Info du lundi au vendredi de 9h30 à 13h par téléphone. C'est gratuit, comme le disait Nathalie. Ensuite, de ne pas hésiter à consulter le site des notaires du Grand Paris. Vous avez la carte des prix en immobilier, les simulations de frais d'achat, de plus-value, etc. La situation dans tous ces endroits. Et puis toutes les questions aussi que vous posez là, souvent elles ont été
traiter, parce que vous l'avez compris, on a tous en gros les mêmes problèmes. Hein. Je veux dire, on se marie, on divorce, on achète, on vend, on décède, hélas. Enfin voilà, il y a tout ça. Et donc, il y a une manne que les notaires traitent et qui peut, en tout cas, déjà vous donner de bons éléments de réflexion. Et puis, n'hésitez pas à aller voir un notaire. Je veux dire que rien ne remplace le contact, en tout cas, avec les faits qui sont les vôtres et pas seulement ceux du voisin ou de quelqu'un qui, quelle que soit sa bonne volonté, imagine que la solution serait cela ou autre chose. Voilà, donc je voulais vous remercier. Je voulais vous dire qu'on se retrouve le jeudi 15 avril, toujours pour une conf-note comme ce soir. Et merci d'être aussi nombreux. Pardon quand on ne peut pas répondre. Oui. Et voilà, ça on n'y peut rien. Encore une fois, Notaire Info, le site. Et puis, vous savez, il y a des notaires, hein, il y a des places partout, hein, dans Paris, en province. Voilà, c'est une profession où on rencontre finalement assez facilement un notaire quand on a envie de le faire. Et n'hésitez pas à franchir la porte des études. Ils sont là pour ça. Et donc, ils sont pour à votre service. Voilà. Au revoir Nathalie, au revoir Adrien, François. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci, au revoir.